Quelque chose a mal tourné dans la réserve naturelle de Sicoté-Aline. 4 chasseurs expérimentés ont disparu sans laisser de traces pendant la nuit. Leur campement a été retrouvé vide avec des tentes déchirées et des traces de sang sur les arbres. Personne n'a entendu de cris. Personne n'a vu la lutte. Ils ont juste disparu dans le brouillard. Je m'appelle Alexandre Vetrov. Je suis garde-chasse. Au cours des 15 dernières années, cette réserve est devenue ma maison et ma malédiction. Il y a 5 ans, quelque part dans ces bois, j'ai perdu ma femme. Son corps n'a jamais été retrouvé. Depuis, je vis seul dans une petite maison en bordure de la réserve, où les seuls visiteurs sont les corbeaux et les touristes occasionnels. La fin du mois d'octobre 2003 a été exceptionnellement froide. La taïga a gelé en prévision de l'hiver, comme un organisme vivant qui retient son souffle avant un saut. C'est alors que mes supérieurs m'ont chargé d'une affaire. 3 semaines auparavant, un groupe de chasseurs avait disparu dans le secteur nord. 3 locaux et un nouveau venu, tous expérimentés. Ils étaient partis à la recherche de sangliers avers des permis. Ils ne sont jamais revenus. L'équipe de recherche a trouvé leur campement. Un foyer, un sac à dos abandonné, des traces de sang sur les arbres. Mais pas de corps, pas de signe évident de lutte. C'est comme si quelque chose les avait tirés de leur tente au milieu de la nuit et les avait dissous dans le brouillard. Le village parle de l'incident. Certains chuchotent que les braconniers ont nettoyé les témoins. D'autres évoquent la vieille légende du maître de la forêt, une créature qui se manifeste lorsque des étrangers troublent la paix de la taïga. Les vieux ou de gens secouent la tête et conseillent de ne pas se rendre dans ces endroits avant la première neige. Je ne crois pas aux légendes. Au cours de mes années de travail ici, j'en ai vu assez pour savoir que les pires maux ont un visage humain. Mais quelque chose dans cette affaire me dérangeait. Quelque chose d'anormal sur lequel je n'arrivais pas encore à mettre le doigt. En préparant mon sac à dos, je ne savais pas que cette épreuve serait la plus grande de ma vie. Je devais faire face à quelque chose qui dépassait mes capacités de compréhension habituelles. Quelque chose qui me forcerait à repenser tout ce en quoi j'ai cru ces 20 dernières années. Lorsque je suis parti tôt le matin, je m'attendais aux temps habituels de la fin octobre, brouillard, bruine et vent frais. Mais le jour était étonnamment clair. Le soleil était une boule rouge s'élevant au-dessus des collines, illuminant les rares nuages et les couronnes d'arbres dénudés. Il y avait environ 6 heures de marche jusqu'à l'endroit où les chasseurs avaient disparu. Je marchais vite, suivant un ancien sentier de chasse, m'arrêtant de temps en temps pour vérifier s'il y avait des traces. Il se passait quelque chose d'étrange dans la forêt. Pas d'oiseaux, pas de petits animaux. Même les casse-noix omniprésents étaient silencieux, comme s'ils s'étaient cachés. Un tel silence n'est pas naturel en octobre. À midi, j'atteignis leur campement. L'endroit était bien choisi, une petite clairière au bord du ruisseau, protégée du vent par des rochers. Les chasseurs connaissaient manifestement leur affaire. Ce qui est plus surprenant, c'est leur disparition. La première chose qui a attiré l'attention, c'est qu'il n'y avait pratiquement aucune trace de lutte. Les tentes ont été déchirées de l'intérieur, comme si les hommes avaient tenté de sortir dans la panique. Le sac à dos abandonné mentionné dans le rapport appartenait à un banlieusard. Sa carte d'identité se trouvait encore dans la poche intérieure. L'appareil photo coûteux a été brisé, mais la carte mémoire a survécu. Du sang sur les arbres. J'ai regardé de plus près et j'ai eu froid dans le dos. Les marques de griffes sur l'écorce mesuraient environ 3 mètres de haut. Trop haut même pour un gros ours. Et le caractère des marques était différent. Pas dentelé, mais clair comme avec une lame. J'ai commencé à examiner le périmètre du camp. Ce que j'avais pris de loin pour un arbre tombé s'est avéré être le tronc coupé en 2 d'un jeune cèdre. Cela devait demander beaucoup de force. Encore une fois, aucun signe de l'ours. Pas de fourrure, pas de traces. C'est alors que je les ai vus. Des empreintes de pattes sur le sol humide près du ruisseau. Des empreintes de pattes de tigre énormes et nettes. Mais je n'avais jamais vu d'empreintes de cette taille depuis que je suis dans la réserve. La profondeur des empreintes témoignait d'un poids bien supérieur à celui d'un tigre de l'amour ordinaire. Après avoir fait un moulage de l'empreinte, j'ai poursuivi mes recherches. Peu à peu, l'image de ce qui s'était passé a commencé à se dessiner. Quelque chose a attaqué le camp la nuit, agissant avec une rapidité fulgurante et calculatrice. Il n'a pas essayé de manger sa proie sur place, mais l'a traînée quelque part. Les 4 corps. Un comportement inhabituel pour un prédateur. Le soleil se couchait déjà lorsque j'ai remarqué un sentier à peine discernable qui s'éloignait du camp et s'enfonçait dans le fourré. De l'herbe froissée, des branches cassées, quelque chose de lourd avait été traîné dans les bois. J'ai sorti ma carabine et vérifié les munitions.
Il restait encore 2 heures avant la tombée de la nuit, je pouvais donc suivre la piste pendant un moment. Lorsque je me suis enfoncé dans la forêt, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Les sons étaient étouffés, comme si l'air s'était épaissi. Et cette odeur, étrange, lourde. Pas de chute, non. Quelque chose de différent, presque oublié. C'était le genre d'odeur dont je me souvenais de l'Extrême-Orient, où j'avais vu un tigre. Mais ici, elle était bien plus forte. À une centaine de mètres du camp, le sentier s'est interrompu au niveau d'un gros rocher. J'ai éclairé ma lanterne et j'ai été étourdi. Il y avait de profondes éraflures sur le rocher, à la hauteur de ma taille. 4 sillons parallèles qui traversaient le granit comme du beurre. Tout près, une touffe de laine rouge délavée. J'ai tendu la main pour en prendre un échantillon, et à ce moment-là, tout près d'ici, un grondement s'est fait entendre. Un grondement qui a fait vibrer l'air. Je me suis retourné brusquement, en levant ma carabine. Une ombre massive s'est dessinée dans le crépuscule qui s'épaississait, disparaissant derrière les arbres. Quelque chose d'énorme, d'incroyablement énorme pour la région. J'ai atteint ma maison dans l'obscurité. Sur tout le chemin du retour, je n'ai pas pu me débarrasser du sentiment d'être observé. Et plus je réfléchissais à ce que j'avais vu, plus je me rendais compte que ce n'était que le début. Le lendemain matin, j'ai développé les photos de la carte mémoire que j'avais trouvée. La plupart des photos étaient ordinaires, des paysages, un camp, des chasseurs autour d'un feu de camp. Mais la dernière photo, elle était floue, manifestement prise à la hâte, et elle capturait quelque chose au bord de la clairière. Une silhouette massive dont les yeux brillaient faiblement dans l'obscurité. Trop grand pour un tigre ordinaire. J'ai envoyé l'empreinte et un échantillon de fourrure au laboratoire de la réserve. J'ai appelé une vieille connaissance du département scientifique, Sergueï Petrovitch. Il travaillait ici depuis la création de la réserve et connaissait tout sur les tigres. « Il se passe des choses étranges, Sacha », me dit-il après une pause. « Ces derniers mois, on a signalé des traces d'une taille inhabituelle. Les animaux sont agités. Même les mâles les plus âgés quittent leur territoire. » Le soir venu, j'étais de retour dans les bois. Cette fois, j'ai décidé d'installer des pièges photographiques. J'avais besoin de preuves. J'ai travaillé rapidement, en essayant d'arriver avant la tombée de la nuit. Et pendant tout ce temps, j'ai eu l'impression d'être observé. J'ai entendu un bruit au moment où je terminais la dernière caméra, silencieux comme le bruissement des feuilles, mais faux. Lentement, je me suis retourné. 50 mètres plus loin, derrière un arbre tombé, quelque chose bougeait, quelque chose de gros. Pendant quelques secondes, nous nous sommes regardés. Je n'en voyais que les contours, une tête massive, de larges épaules. La créature avait la taille d'une voiture de tourisme. Elle ne se cachait pas. Elle m'étudiait. J'ai cligné des yeux et elle était partie. Disparue dans les bois, silencieusement, comme un fantôme. Seule l'herbe froissée et les branches cassées me disaient que je ne l'avais pas imaginée. Lorsque je suis retourné au cordon, j'ai trouvé un invité. Le vieux Van, un chasseur de l'Udegay local, m'attendait sous le porche. « Tu l'as vu ?» demandai-je sans préambule. Les vieux disent que c'est le tigre spirituel. La dernière fois qu'il s'est montré, c'était il y a 40 ans. 5 bûcherons ont disparu à l'époque. Je ne croyais pas aux esprits. Mais les paroles de Van m'ont fait réfléchir. La marque sur le rocher, le comportement étrange, la taille, et si les légendes avaient un fondement réel. Pendant la nuit, il a plu. Je me suis assis près de la fenêtre et j'ai feuilleté de vieux rapports de la réserve. Je cherchais une quelconque mention de tel cas. Soudain, je me suis rendu compte que le bruit de la pluie avait changé. C'était comme si quelque chose de grand, de très grand, se déplaçait lentement autour de la maison. J'ai pris mon fusil et j'ai sauté sous le porche. Le faisceau d'une torche a permis de repérer de nouvelles traces dans l'obscurité. Elles menaient des bois à la maison, tournaient autour et retournaient dans le fourré. Le tigre étudiait ma maison. Il marquait son territoire. Mais il n'a pas attaqué. Ce n'était pas une chasse ordinaire. Il jouait avec moi. Il me faisait savoir que j'étais sur son territoire. Et j'étais sur le point de découvrir ce qu'il y avait au plus profond de son domaine. Le 3e jour, j'ai reçu une réponse du laboratoire. Sergueï Petrovitch avait envoyé un fax. L'échantillon de poil appartient à un tigre de l'amour. L'âge de l'individu est d'environ 15 à 17 ans. La taille des traces indique qu'il s'agit d'un mâle exceptionnellement grand. Il s'agit probablement de l'un des membres les plus âgés de la population de la réserve. J'étais sur le point de m'engager dans un nouveau détour lorsque j'ai reçu un signal des géologues.
Un homme avait disparu de leur camp pendant la nuit. Une trace de sang menait à la forêt, mais ils n'osaient pas chercher plus loin. Il m'a fallu 3 heures pour arriver à destination. Le camp semblait intact, seule une tente avait été déchirée au bout. L'écriture typique d'un tigre s'approchant furtivement de sa proie. Les empreintes de pas sur le sol humide en disaient long. La bête était restée longtemps en embuscade, puis avait rattrapé l'homme d'un seul coup lorsqu'il était sorti de la tente. Il n'a même pas eu le temps de crier, raconte le jeune géologue, encore pâle sous le choc. Nous nous sommes réveillés au bruit, mais il était trop tard. En étudiant les traces, je me suis rendu compte que j'avais affaire à un maître prédateur. Il était précis et calculateur, comme un vieux tigre. Ils attaquent rarement les humains, mais s'ils le font, ils sont difficiles à arrêter. La piste s'est engagée dans une clairière. Je l'ai suivie en prenant toutes les précautions nécessaires. Au bout d'1 kilomètre, j'ai trouvé les premiers signes, des lambeaux de vêtements et du sang. Le tigre n'a pas emporté sa proie très loin, ce qui est étrange. D'habitude, les tigres font leur tanière dans un endroit isolé. Dans un petit ravin, j'ai trouvé le corps d'un géologue. L'image était typique d'une attaque de tigre. L'animal a tué l'homme d'un seul coup, mais ne l'a pas mangé. Ce comportement est typique des tigres âgés qui ne peuvent plus chasser efficacement les ongulés et doivent chercher des proies plus faciles. En regardant autour de moi, j'ai remarqué des traces fraîches. Le tigre était toujours dans les parages. Des branches claquent et, du coin de l'œil, je surprends un mouvement dans le fourré. Une silhouette massive se glisse entre les arbres. Mais il n'a pas attaqué. Le vieux prédateur était assez intelligent pour ne pas prendre de risques inutiles. La nuit était déjà tombée lorsque je suis retourné au camp des géologues. Le groupe devait être évacué immédiatement. Le vieux tigre cannibale ne s'arrêterait pas tant qu'on ne l'aurait pas arrêté. Je savais que je devrais bientôt revenir ici avec un groupe de chasseurs. C'est la dure réalité. Quand un tigre commence à chasser des gens, il n'y a pas d'autre choix. La semaine suivante a été consacrée à la préparation de l'opération de capture du tigre. J'ai consulté tous les anciens rapports, interrogé les chasseurs locaux. Peu à peu, une image s'est dessinée. La première mention de traces anormalement grandes est apparue il y a 3 ans, dans la partie nord de la réserve. À cette époque, plusieurs sangliers et bœufs musqués ont disparu, ce qui est courant pour un tigre. Mais la méthode de chasse était inhabituelle. Le fauve ne poursuivait pas sa proie, mais lui tendait des embuscades à certains endroits. Sergueï Petrovitch aide à rassembler les données. « Regardez, dit-il en étalant les cartes, toutes les attaques ont eu lieu dans un rayon de 20 km. C'est le territoire d'un vieux tigre qui ne peut plus chasser à pleine puissance. Il a environ 17 ans, un âge très respectable pour un animal sauvage. Nous avons cartographié tous les incidents d'attaque survenus au cours de l'année écoulée. Le schéma est clair. Le tigre a méthodiquement nettoyé son territoire de toute invasion. Il a d'abord chassé les autres tigres, puis les ongulés, et lorsqu'ils ont disparu, il a commencé à chasser les humains. C'est le comportement typique d'un vieux prédateur, explique Sergueï. En vieillissant, ils ont de plus en plus de mal à se procurer de la nourriture régulièrement, et les humains sont des proies relativement faciles. Une fois qu'il y a goûté, le tigre y prend goût. Dans les archives, j'ai trouvé un cas similaire datant de 1968. Un grand tigre mangeur d'hommes était également apparu à cette époque. Il avait été traqué et abattu. Le rapport mentionnait la taille inhabituelle de la bête et les traces d'anciennes blessures qui l'empêchèrent de chasser. Peu à peu, tout s'est mis en place. Pas de mysticisme, mais un vieux prédateur intelligent et très dangereux qui défendait son territoire comme il le pouvait. Sa taille d'inhabituelle s'explique par une anomalie génétique rare, et ses apparitions et disparitions fantomatiques étaient le résultat d'années d'expérience. 2 semaines après l'attaque des géologues, nous avons organisé une équipe de recherche. 4 chasseurs expérimentés, connaissant tous le comportement du tigre. Je me suis rendu compte que nous avions affaire à un adversaire de taille. Mais le devoir est le devoir. Les gens ne doivent pas avoir peur d'aller dans la forêt. La veille de l'opération, le vieux Van est venu me voir. Il est resté silencieux pendant un long moment, puis il a dit « Peut-être ne devrions-nous pas le tuer. Il fait aussi partie de cette forêt. » le dernier des anciens propriétaires. Je suis resté silencieux. Au fond de moi, je me débattais avec le devoir d'un garde-chasse et la compréhension des anciennes lois de la taïga. Mais il n'y avait pas le choix. Demain, à l'aube, nous allions chasser. Nous sommes partis à l'aube. Une légère gelée recouvrait le sol, rendant les traces particulièrement nettes. Le groupe a été divisé. 2 pisteurs expérimentés sont allés le long des bords.
Moi et mon partenaire avons avancé au centre du territoire supposé du tigre. Les premières traces ont été trouvées vers midi. Des empreintes larges et claires menaient à un ancien marais salant. Il y avait là un sentier très fréquenté par les animaux, mais après l'apparition du tigre, les ongulés ont cessé de l'emprunter. La bête ne se cachait pas. Ces traces en disaient long, une démarche boitillante, un pas irrégulier. Le vieux prédateur avait manifestement des problèmes de déplacement. C'est sans doute pour cela qu'il s'est mis à chasser les hommes, des proies plus faciles. À 3 heures de l'après-midi, nous sommes arrivés à sa tanière, un creux sous un arbre tombé, recouvert de buissons denses. L'endroit était idéalement choisi. Une bonne vue, plusieurs chemins de fuite et un ruisseau à proximité. C'est là que nous avons trouvé les restes des personnes disparues, ce qu'il en restait. Le tigre était parti récemment, les traces étaient fraîches. Il se déplaçait beaucoup et s'arrêtait souvent. À un endroit, nous avons remarqué du sang. On aurait dit que de vieilles blessures se faisaient sentir. La poursuite s'est poursuivie jusqu'au crépuscule. La bête s'enfonçait de plus en plus dans la taïga, mais n'essayait pas de brouiller les pistes. Il semblait qu'il cherchait simplement un endroit propice pour le dernier combat. Nous l'avons rattrapé dans un vieux creux. Une silhouette massive s'est figée dans le ciel couchant, un vieux tigre énorme au visage gris et aux flancs couverts de cicatrices. Il n'a pas grogné, n'a pas essayé de nous effrayer. Il nous a simplement regardés avec les yeux fatigués d'un vieux prédateur. C'était rapide. Un coup de feu, et la bête s'est effondrée, n'essayant même pas de s'éloigner ou d'attaquer. Lorsque nous nous sommes approchés, nous avons vu que son corps était couvert de vieilles blessures et de cicatrices, que sa patte arrière était gravement endommagée, résultat d'une ancienne rencontre avec des braconniers. L'inspection a confirmé les suppositions de Sergueï Petrovitch. Le tigre avait environ 17 ans, un âge très avancé pour un animal sauvage. En raison d'une blessure à la patte arrière, il ne pouvait pas chasser efficacement les ongulés, ce qui l'amenait à attaquer les gens. Ils rentrent en silence. Il y avait un vide à l'intérieur, comme si toute une époque s'était éteinte avec ce tigre. Comme le disait le vieux Van, le dernier des anciens maîtres de la taïga. Le soir, je suis resté longtemps assis à la fenêtre, à regarder la forêt qui s'assombrissait. Quelque part dans les fourrés, de nouveaux tigres grandissent déjà. Seront-ils aussi puissants et sages que ce vieux géant ? Ou bien le temps de ces bêtes est-il irrémédiablement révolu ? Quelques mois ont passé, le printemps 2004 est arrivé et la taïga a repris vie. Les ongulés ont commencé à revenir progressivement dans les endroits où le vieux tigre avait l'habitude de chasser. Les gens n'ont plus peur de marcher sur les anciens sentiers. Sergueï Petrovitch a écrit un article scientifique sur cette affaire. La taille et le poids du tigre se sont avérés être un record pour la réserve. L'analyse génétique a confirmé une mutation rare à l'origine du gigantisme. C'est peut-être la raison pour laquelle il a vécu si longtemps. Sa grande taille lui donnait un avantage dans les combats avec d'autres prédateurs. Le vieux Van ne vient plus me voir. Ce n'est que parfois que j'aperçois sa silhouette à l'orée de la forêt. Il regarde longuement dans le fourré, comme s'il attendait l'apparition d'un nouveau maître de la taïga. Je pense souvent à ce vieux tigre, à son dernier regard, fatigué mais pas en colère. Il avait vécu une longue vie en respectant les lois de la nature. Lorsque de vieilles blessures l'ont empêché de chasser normalement, il a commencé à tuer des gens, non par cruauté, mais en suivant son instinct de survie. Parfois, en longeant les confins, je trouve des traces de jeunes tigres. Ils sont plus petits, mais ils sont de plus en plus nombreux. La population se reconstitue. Une nouvelle génération de maîtres de la taïga occupe ces territoires, et l'histoire du vieux tigre fait désormais partie des légendes locales. Les chasseurs parlent encore de cette bête géante qui effrayait tout le nord de la réserve. Mais je sais qu'il n'avait rien de surnaturel. Il s'agissait simplement d'un vieux prédateur intelligent qui est resté fidèle à sa nature jusqu'à la fin. La taïga n'aime pas les faibles, c'est vrai, mais elle vous apprend à respecter et à comprendre vos anciens maîtres, même lorsqu'il faut prendre des décisions difficiles. Chers amis, merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Pensez-vous que le vieux tigre était vraiment impliqué dans la disparition de la femme du garde-chasse ? Et pourquoi, après tant d'années, a-t-il commencé à attaquer les gens ? Peut-être certains d'entre vous ont-ils rencontré des cas similaires dans la taïga. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Si l'histoire vous a impressionné, soutenez la chaîne en l'aimant et en vous abonnant. Allumez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la taïga ne pardonne pas les erreurs, mais qu'elle récompense toujours ceux qui la traitent avec respect. Rendez-vous dans le prochain numéro.